bonjour. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cette agora sur les injections et comblements. Quels produits pour quel endroit, quelle zone anatomique, et on verra peut-être pour quel patient. Et donc, historiquement, donc on va d'abord surtout, je pense, parler des acides hyaluroniques. Et ça fait à peu près 20 ans qu'en esthétique, on utilise les acides hyaluroniques, d'abord des formes biphasiques, puis 5 ans après, des formes monophasiques, monodensifiées ou polydensifiées. Donc on va voir un petit peu avec les techniques de réticulation si ça peut changer quelque chose. Et puis depuis une dizaine d'années, on a vraiment évolué sur la compréhension et l'anatomie et les zones anatomiques dangereuses et les différents plans. Ce qui va être très important pour comprendre les contraintes et travailler par rapport à ces contraintes. Et puis les différentes techniques aussi ont évolué, en particulier avec l'avènement des canules. Donc on est en compagnie du docteur Françoise Curcurella d'Aix et du docteur Martine Basperas de Bordeaux, toutes deux expertes dans ce domaine, qui vont essayer de nous éclairer un petit peu sur les connexions entre les zones anatomiques et les produits que l'on utilise. Et on verra un peu plus tard, peut-être, si on a le temps, pour parler des inducteurs et la notion d'intégration tissulaire. Donc, pour revenir un petit peu au niveau des relations entre les produits utilisés et le support que l'on a, le support anatomique, on parle de contraintes. Contraintes intrinsèques ou extrinsèques. Alors Françoise, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est un petit peu la base pour après moduler les traitements que l'on va utiliser? Alors oui, les contraintes, il faut s'enquérir des contraintes déjà extrinsèques, parce que c'est très important. Ces contraintes viennent de l'environnement du patient, donc il faut s'enquérir de ses activités. Je cite toujours le musicien qui va souffler dans une trompette à longueur de journée, il va avoir des contraintes extrinsèques très fortes. Il y a diverses catégories de choses à prendre en compte. Le motard qui porte un casque toute la journée a des contraintes aussi extrinsèques au niveau de sa face. Ensuite, les contraintes mécaniques intrinsèques qui sont alors là pour tous les patients égales, ce sont des contraintes de torsion et d'étirement de certaines zones, en sachant que par exemple la bouche est au centre c'est la bouche qui comporterait peut-être le plus de contraintes intrinsèques avec les mouvements imprimés au contour péribuccal et aux lèvres. Ensuite, sur la face, il y a des zones qui sont vraiment moins mobiles et très fixes et donc qui n'ont pas ce type de contraintes intrinsèques, notamment par exemple le front qui a beaucoup moins de contraintes intrinsèques par rapport à ceci. D'accord, donc ça on va un petit peu après revoir zone par zone si on a le temps. Et donc au niveau de ces contraintes que tu as décrites, c'est-à-dire les contraintes d'étirement, de cisaillement par rapport à une zone, par rapport à un axe ou de compression, seront la base en fait de la réflexion pour l'injecteur et l'utilisation de son produit. Donc on est au centre en fait de la compréhension des propriétés rhéologiques des acides hyaluroniques. Et donc on a un petit peu un trépied qu'on va essayer de développer, c'est-à-dire élasticité, viscosité, cohésivité. Puis on verra après tous les autres critères. Il y en a un certain nombre. Alors Martine, on va commencer peut-être par l'élasticité. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser un produit élastique et quelles sont finalement les conséquences pour le médecin? Puisque finalement un médecin, il achète un produit, et il y a une gamme exhaustive de produits d'acide hyaluronique. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir un acide hyaluronique plus ou moins élastique? Et est-ce qu'on peut expliquer au niveau de la définition de ce terme? L'élasticité, en théorie, c'est l'élastique qui revient donc à la position de départ. C'est pas toujours facile à comprendre parce que c'est plutôt une viscoélasticité, étant donné que c'est pas un élastique pur. Donc la difficulté pour nous, moi je l'ai simplifié. Maintenant, je m'embête plus avec tout ça. Moi, j'ai des produits qui vont être très denses, très cohésifs, peu élastiques et qui vont projeter. Et puis j'ai des zones où je vais avoir des produits où je veux qu'il y ait une certaine mobilité, une certaine élasticité du produit. Et puis après, je vais avoir des produits que je vais utiliser parce que je veux qu'ils s'étalent en nappe. Et ça, c'est plutôt en surface. Donc moi, maintenant, je pense plutôt à quelle région je vais injecter, quelle épaisseur de peau je vais injecter, plutôt que tous ces paramètres où je me suis rendu compte en plus que chaque laboratoire utilisant ces mesures était difficilement comparable. Actuellement, on est passé d'une médecine, je dirais, en deux plans, vraiment au 3D. Maintenant même, on nous parle de mouvement. Et ce qui importe pour moi, c'est d'avoir un produit qui va être d'abord facile à injecter, parce qu'on oublie toujours que c'est un petit peu comme la peinture. Il faut que le produit
et puis il y a une certaine viscosité qui permette de le rendre fluide quand on pousse, et ensuite qu'après il faut qu'il tienne, il ne faut pas que la peinture elle dégouline. C'est pareil avec nos produits. Donc moi maintenant, dans ma petite tête, j'ai simplifié, donc c'est très simple pour moi. Il y a des produits que je veux mettre en surface parce qu'ils vont bien s'étaler, bien napper, et quand je veux projeter, mettre un volumateur en profondeur, je vais demander un produit qui va y avoir une certaine densité, donc une certaine rhéologie, une certaine réticulation, et puis après j'ai d'autres produits qui vont me servir par exemple pour des pommettes, parce que je veux pas que ma pommette elle se projette façon balle de golf, je veux qu'elle se projette en suivant bien les mouvements de la face, et donc là j'aurai des produits qui vont allier viscosité et élasticité. Voilà. Moi je les classe comme ça, et plasticité aussi, parce que j'aime bien aussi quand je mets un produit en place, j'aime le caractère manuel, qui se mettent bien en place, le modeler, je suis un peu manuel moi, donc j'aime bien pouvoir que mon produit ait une certaine plasticité, qui se mette où je veux, comme je veux. Donc je ne les classe plus tout à fait comme les laboratoires, je me suis beaucoup penchée dessus, j'ai pas tout compris d'ailleurs, sur la physique des métaux, tout ça, et je pense que le plus simple après c'est où je le mets, qu'est-ce que j'en attends, et pourquoi je le mets là, et pourquoi je ne mets pas un autre produit. Si, par exemple, je prends l'exemple de la tempe, puisqu'on va, je pense, parler des zones, si je vais en profondeur, je vais mettre un produit plutôt volumateur et qui va projeter. Si je vais en surface, je vais passer là à la canule, un produit que je vais plutôt visqueux, que je vais étaler. Et pour moi, maintenant, je me simplifie les produits comme ça. Tout à fait, oui. Je crois que tu as tout à fait raison d'essayer d'être plus simple. On a voulu créer en fait quelque chose de très scientifique avec des modules G', G seconde, avec des tangentes delta, etc. Mais finalement, le médecin, en pratique, il n'a pas d'abord tous les produits dans son placard. Donc il a généralement une ou deux gammes de produits, et il faut surtout qu'il s'habitue à ce produit et qu'il ait la technique, qu'il ait adopté en fait la technique du produit. Donc si par exemple on prend le CERN, Françoise, comment tu vas appréhender en fait la technique parce que là aussi, un peu comme la tempe, on avait vu en haut en bas, il y en a qui préfèrent la canule, les bolus, être en sus musculaire, être en sus périosté. Donc un petit peu qu'est-ce que tu vas choisir et quelles sont les propriétés rhéologiques que tu vas attendre de ton produit. Et si tu peux parler un peu de l'hydrophilie, comment tu peux modifier l'hydrophilie du produit par exemple dans cette localisation. Voilà, donc comme Martine, j'utilise aussi la perception de la cohésivité et ensuite des produits plus maniables pour la surface. Et donc je m'adapte à chaque zone et je reste très simple dans ma réflexion à ce niveau-là. Au niveau du CERN, je vais privilégier un produit évidemment peu hydrophile de toute manière. Si j'ai la possibilité même, dans certains cas, je vais le mixer avec du sérum physio de manière à le saturer un petit peu avant l'injection, de manière à pouvoir l'injecter, avoir moins d'œdème post-séance. Ensuite, sur le plan de la technique, je vais utiliser plutôt des petits bolus vraiment suprapériostés, pas dans le muscle, parce qu'on sait que c'est une source d'œdème post-injection, très, très profondément sur le rebord orbitaire, avec une deuxième phase d'injection en nappage au niveau de la zone du CERN, en nappage à la canule. Alors là, avec une fine lame d'acide hyaluronique pour avoir un effet textural plus qu'un effet de comblement. Voilà. Et mon produit, en général, ils sont toujours un petit peu réticulés, les produits qu'on utilise dans cette zone-là, parce qu'ils tiennent plus dans le temps et que ça fait partie des constantes que je vais rechercher. Mais à aucun moment un produit... À propos de la réticulation, Martine, alors on voit maintenant tous les laboratoires développer en fait des techniques. Alors il faut rappeler que la réticulation, peut-être tu nous rappelleras le principe de la réticulation, mais c'est surtout le réticulant qui est important. Donc on a là aussi évolué avec les produits qui sont de moins en moins toxiques, avec celui qui est, disons, phare, le BBDE, et on voit maintenant arriver des PEG glycations qui sont beaucoup moins toxiques. Mais alors on a donc des monoréticulations, des réticulations actives, des réticulations répétées. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dans ton expérience? Est-ce que tu tiens compte, en fait, de tous ces critères de réticulation et ou finalement, tu tiens compte, finalement, du produit que tu as dans ta soirée? On en tient compte à l'usage aussi, en les essais, bien sûr. Le problème de la réticulation, moi, j'explique ça de manière très simple à mes patients. L'acide hyaluronique, c'est une chaîne, et on va la tresser. Et il faut que les tresses, elles tiennent. Alors l'astuce de ces dernières années, c'est de mélanger différentes tailles d'acide hyaluronique. Le petit bémol, alors l'idéal, c'est de se dire, si j'ai des grosses chaînes très réticulées, elles vont durer longtemps, mais je mets des petites fluides au milieu qui permettent de donner une fluidité au produit et des propriétés différentes, et donc un produit plus fluide et qui va mieux se mettre en place. L'inconvénient, c'est qu'on a découvert que les toutes petites chaînes
était très pro-inflammatoire, d'où certains problèmes qu'on a actuellement d'effets secondaires, qui sont bien sûr non durables, mais quand même très ennuyeux, et qui sont liés à cette taille de chaîne. Et ce qui est absolument fantastique, c'est que maintenant les laboratoires peuvent faire fabriquer l'acide hyaluronique, celui qu'ils veulent, la longueur qu'ils veulent. Moi, j'ai eu la chance de visiter la culture des streptocoques. Et ils m'ont montré, ils fabriquent à côté de Rennes pour pratiquement toutes les grandes firmes, et chaque firme dit « je veux telle longueur ». Et ils ont exactement la longueur voulue. Le seul problème, c'est qu'à force de trop sophistiquer, j'ai l'impression que par moment, on crée quelques problèmes. Et c'est vrai que la sécurité, pour moi, c'est vraiment d'avoir un taux de BDDE le plus bas possible, de BDDE libre. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un BDDE qui soit tout fixé, soit libre, expulsé, mais qu'on n'ait pas non plus des chaînes de BDDE mal fixées. Et l'astuce aussi actuelle, c'est de rajouter d'autres produits, justement, pour essayer d'avoir le moins de BDDE possible. Voilà, mais je pense qu'on est quand même arrivé à un certain niveau de sécurité du BDDE. Glycol qui permet maintenant d'enlever la BDDE et d'avoir une toxicité normalement 30 fois mais moindre. On ne sait pas si ces produits durent si longtemps. Le propyléthylène glycol est peut-être aussi pro-irritant. On n'en sait rien, il n'y a pas eu beaucoup d'études. C'est vrai que de remplacer le streptocoque par le Bacillus subtilis, est peut-être bien, mais on manque un petit peu d'études et de recul par rapport à ces produits. Et c'est vrai que le BDDE, pour l'instant, reste pour moi l'idéal. Merci Martine. Il nous reste 3 minutes. Si on veut un tout petit peu parler des inducteurs, donc on va être obligé de lâcher. Donc on a bien sûr tout un panel d'inducteurs avec l'acide polylactique, les polycaprolactones, les hydroxyapatites de calcium avec des nouvelles molécules avec des microsphères. Donc est-ce que tu peux peut-être, Françoise, nous parler au niveau du polycaprolactone, ce que tu retiens en tant qu'inducteur au niveau des fils de PDO, pas au niveau liftant, pas au niveau tenseur, mais simplement au niveau inducteur dans ton expérience. Au niveau des fils, et puis au niveau de l'hydroxyapatite aussi, puisque tu as cette expérience. La caprolactone est très faible quand même par rapport aux injections d'inducteurs quand on utilise vraiment dans le derme de fortes, des doses plus importantes. Donc c'est vrai que l'induction par les PDO, on a bien du mal à la comparer à de l'injection. Hein. Si on considère le poids exact. moléculaire de ce qu'on a mis dans la peau, c'est très faible par rapport à Après, il y a toute une discussion sur la localisation du dépôt de l'inducteur. Donc alors, ça aussi... l'hydroxyapatite de calcium, je l'injecte assez superficiellement. Donc ce qui est plutôt logique, mais certains de le mettre dans peuvent l'injecter en très profond, mais pas. Est-ce qu'on a réellement, qu'est-ce qu'on peut stimuler? Enfin, moi, c'est la question que je me pose quand on est en hypodermique. Est-ce qu'on a des fibroblastes qui se baladent? Il y en a, mais il y en a quand même beaucoup moins. On est meilleur dans l'induction lorsqu'on est quand même plus superficiel. Quand on peut le faire, ne pas travailler à la canule, travailler à l'aiguille, même si ça génère beaucoup plus d'effets secondaires post-injection. Moi, je préfère utiliser l'hydroxyapatite de calcium en dermie. Et pour le polycaprolactone, si tu veux nous dire, on a 1 minute. Oui, le polycaprolactone, normalement, on s'utilise profond. En derme profond, même plutôt hypodermique. Je dirais que moi, j'ai un petit peu essayé les inducteurs tissulaires comme tout le monde. Pour moi, c'est très simple. Quand à part le Sculptra qui est à part, les autres inducteurs tissulaires, pour moi, la différence avec l'acide hyaluronique, leur indication, c'est vraiment l'ovale. C'est quand je ne veux pas gonfler quelqu'un. L'acide hyaluronique, je dis à mes patients, vous avez 1, vous obtenez 1,1, 1,2. Là, ce sont des produits, j'ai 1, j'aurai 1. On n'a pas plus. Quand je me méfie d'un effet un petit peu trop hamster ou un petit peu trop volumateur, je vais prendre un inducteur tissulaire. Voilà. Eh bien, je vous remercie. En fait, on aurait pu encore parler longuement, non pas de la zone anatomique, non pas non plus du produit, mais du patient lui-même. Parce que le bon produit pour le bon endroit, mais avec le bon patient, c'est-à-dire bien sélectionner son patient et les indications. Et puis, je dirais à la fin, le bon médecin, c'est-à-dire celui qui a été bien formé au niveau en particulier anatomique, la bonne connaissance des produits. Tout ça mélangé dans une bonne casserole fait finalement une bonne injection. Je vous remercie. Merci.